le cercle RH et un débat autour de l'industrie en France. Alors, vous vous souvenez des mots du président de la République, même à la sortie de la période Covid, de réimplanter des laboratoires pharmaceutiques, de remettre de l'industrie. Que s'est-il passé depuis ? Eh bien, la France, et on va en parler avec mes invités, alors évidemment, tout n'est pas gagné, mais redresse la tête avec de très bons chiffres. On va y revenir, plus de 200 créations, avec 57 sites créés sur le territoire français. Il y a un débat sur la création nette et sur l'extension de bâtiments. On va en parler avec mes invités. L'industrie existe encore en France et il faut continuer à accélérer. Alexandre Sobo est avec nous, directeur général du groupe Olot, et vous êtes le président de France Industrie en première ligne sur ces sujets. Il y a quelques semaines, il y avait un grand événement autour des enjeux de l'industrie avec le ministre, évidemment, de l'industrie. Puis je voudrais préciser sur ce plateau, et ça nous concerne directement, vous êtes devenu le président du conseil d'administration de France Travail. Vous n'allez plus dormir. Oh, si, vous avez réussi à retrouver le sommeil. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Stéphanie Lagal-Baranès est avec nous. Bonjour Stéphanie, directrice générale de l'OPCO 2. Les OPCO, ce sont les organismes, les branches qui gèrent les formations autour des métiers de l'industrie. Et on va y revenir parce que c'est vrai qu'on a des reconversions à l'intérieur de nos industries, des industries qui vont disparaître au profit de nouveaux métiers. Et il faut accompagner ces collaborateurs. Je pense aux Gigafactory, notamment dans le Nord. Merci d'être là. Philippe Maillard, bonjour. Ravi de vous revoir. Vous êtes le directeur général du groupe APAV. Alors, il n'est pas uniquement question de certification comme vous l'aviez fait la fois dernière, mais de formation, parce que le groupe APAV forme évidemment beaucoup aussi. Un mot, Alexandre Sobo, sur est-ce qu'on peut dire que l'industrie française connaît une embellie ou est-ce qu'on est en train de sauver les meubles ? Je pense que ça va mieux. Encore une fois, il faut regarder 20 ans de décroissance industrielle. C'était plus de 50 000 emplois en moyenne détruits chaque année. Depuis 2017, on en a créé maintenant un peu plus de 130 000, donc c'est une forte inflexion. Maintenant, à ce rythme de croissance, il faut poursuivre cette politique de soutien à l'industrie et de réindustrialisation de nombreuses années pour retrouver 12, puis peut-être un jour 15 points de PIB. Je vous pose la question abruptement et je la pose aussi à mes invités parce que dans les entreprises, alors les plus de 200 sites, on découvre que l'agroalimentaire tient le haut du pavé, toujours, ça marche très bien, puis qu'ensuite on arrive sur des industries décarbonées, enfin en tout cas qui travaillent sur la décarbonation, le recyclage. Est-ce que l'industrie se marie parfaitement avec les enjeux de décarbonation ? Ça, c'est un sujet qui est posé aux industriels. Non seulement elle se marie, mais c'est le cœur d'une décarbonation réussie qui alliera croissance économique, amélioration de l'emploi et réduction de notre empreinte carbone. Ça veut dire qu'on part du principe qu'un pan de notre industrie va disparaître. Non, elle va se transformer. C'est ça, mais c'est toute la différence. Elle va se transformer. Si vous voulez, nous, on le voit au travers de demandes d'implantation de nouvelles usines ou de demandes d'extension qu'on nous demande d'instruire. Dans le cadre d'installations classées pour l'environnement, oui, où on doit faire des dossiers, ou d'extensions d'usines dans lesquelles on doit acheter des machines qui vont venir de l'étranger, il va falloir les installer, les réceptionner. Donc on voit effectivement... Et les rendre conformes donc ? Les rendre conformes. On voit des demandes plus importantes, effectivement, sur le territoire, qui sont en lien avec cette réindustrialisation. Donc c'est un signe plutôt positif. Mais dans toutes ces demandes, dans tous ces dossiers, effectivement, les enjeux de décarbonation sont associés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va demander quelle va être l'énergie utilisée pour la nouvelle implantation de l'usine ou pour la nouvelle filière. Qu'est-ce qui est imaginé sur la consommation ? Qu'est-ce qui est imaginé en termes de sobriété ou de consommation d'eau ? Je me fais l'avocat du diable, mais c'est quoi ? C'est un boulet à la jambe ou c'est quelque chose qui dynamise ? Parce que quand vous dites à une entreprise, votre modèle pour chauffer votre verre ou votre modèle pour développer tel produit, il est plus bon, il est plus dans les normes, il faut réinvestir 10 millions d'euros. Elle se dit, waouh, comment je fais là ? Je crois que c'est une opportunité, c'est-à-dire que pour nombreuses entreprises industrielles, il faut rappeler que certaines sont des petites entreprises. Oui. Le tissu industriel français, c'est plus de 50%, plus de 80% des moins de 50. Donc ces entreprises-là, elles voient les enjeux de décarbonation pour certaines peut-être d'abord comme une contrainte. Et tout l'enjeu, c'est de leur montrer que c'est une opportunité business, une opportunité de développement. Et ça, sur tous les volets que vous avez commencé à évoquer de décarbonation. Sobriété énergétique, consommation d'eau. Ça, c'est des gains de productivité parce qu'on réduit ses coûts. Mais ça fait partie aujourd'hui des dossiers d'évaluation des implantations ou des extensions qui arrivent un peu comme naturellement. Par les personnes qui considèrent, alors que ce soit des contraintes ou des opportunités, de toute façon, ça devient une nécessité. Donc pas le choix. Dans le cadre d'une évolution, dans le cadre d'une projection à 5, 10 ou 15 ans. Parce qu'on parle d'installation, on parle d'investissement industriel, donc c'est pour plusieurs années. Et donc c'est assez considéré comme légitime, finalement, de réfléchir ou d'intégrer ces demandes
dans le cadre de ces dossiers. Alors le ministre Lescure est très satisfait des chiffres qui ont été annoncés, plus de 200 créations, 57 créations nettes et extensions. Il faut préciser qu'à l'intérieur de celles-ci, il y a des extensions, ce qui veut dire que certaines industries se développent. Mais est-ce qu'il faut faire des choix? Est-ce qu'il faut avoir des enjeux stratégiques, Alexandre Sobo? Est-ce qu'on dit, objectivement, on ne pourra pas rapatrier l'ensemble de nos productions? Il faut le dire, il faut avoir un langage de vérité, mais on va cibler des secteurs stratégiques, des secteurs sur lesquels on va pouvoir vendre nos produits. Je pense que c'est pas tant de faire des choix stratégiques que simplement d'accepter de ne pas tout faire. Mais imaginez que depuis un bureau dans un ministère, on va décider cette activité a une chance et celle-là n'en a pas. C'est méconnaître l'inventivité et le génie de nos industriels français. C'est aussi de temps en temps méconnaître des révolutions technologiques qui fait que des choses qui paraissaient pas possibles il y a 5 ans vont le devenir. En revanche, il faut accepter qu'on ne fasse pas tout. Mais Louis Gallois le disait très bien, la souveraineté, c'est faire suffisamment de choses, suffisamment bien, pour dépendre des autres autant qu'ils dépendent de nous. Donc c'est cet équilibre qu'il faut chercher en permanence, et il faut accepter d'avoir une vision très large. J'ai lu un papier dans les Échos d'un économiste qui disait l'industrie va mieux, en tout cas elle n'a pas disparu, mais on a encore un sujet sur l'enjeu de notre compétitivité. C'est-à-dire qu'on est capable de rapatrier des sites industriels et de produire. On a un peu plus de mal à les vendre et à des prix compétitifs. Qu'est-ce que vous lui répondez ? La compétitivité dans une économie ouverte, c'est la mère de toutes les batailles. Donc on parlait de décarbonation quand ça coûte plus cher. Est-ce que les clients sont prêts à payer plus cher un acier décarboné, une voiture décarbonée? Oui, ça ressemble au débat agricole. Est-ce qu'on est prêt à payer notre carotte 50 centimes plus cher parce qu'elle n'a pas de produits pesticides et que l'agriculteur a désherbé à la main? Mais on peut aller un cran plus loin. C'est quand on voit tout ce qu'il faut faire pour décarboner la construction. Clairement. Alors qu'on a un sujet de quantité et de prix de l'habitation. Qui décroche la construction. Elle décroche. Il y a tout un tas de sujets autour du coût. Exactement. Donc à quelle vitesse on veut aller? Le sujet, c'est pas la direction. La vraie question qui est posée aux industriels, mais aux politiques et à l'ensemble du monde économique, c'est à quelle vitesse on veut aller. Et quand on veut aller beaucoup plus vite que la musique technologique, malheureusement, ça passe par un soutien. Petit bateau, le slip français, dont je cite des marques qui ont rapatrié, je pense à Petit Bateau qui ramène aussi des activités. C'est intéressant, il y a des marques made in France, c'est beaucoup revenu ça. Il y a la vitesse, et effectivement je suis tout à fait d'accord avec ce point, mais il y a aussi le fait que tout le monde soit mis sur un jeu égal. C'est une très grande demande des industriels, c'est-à-dire aujourd'hui, peut-on avoir... comme les agriculteurs. Comme les agriculteurs. Peut-on avoir des conditions équivalentes de production, d'évaluation? C'est quand même quelque de chose qualité. Qui devient de plus en plus prégnant dans le discours et qui commence à se traduire. On parle de taxe carbone aux frontières de l'Europe, c'est pas encore fait. Tiens. Mais ça commence à être... On reparle de taxe carbone. Ça commence à être évoqué. Donc c'est aussi un signe qui doit accompagner les mouvements, les initiatives des industriels. Et ça, c'est sur le plan européen, Philippe Maillard. Oui, ça fait partie des discussions. Un mot, et Stéphanie Lagalbarana. Simplement, là-dessus, il faut être bien conscient que la vitesse à laquelle on veut aller est importante, mais il faut aussi prendre en compte que dans l'état actuel de la France, avec son électricité très décarbonée et son niveau de réglementation, sans rien changer, toute activité qui est faite en France est moins carbonée que si elle est faite ailleurs. Donc pour décarboner la planète, la première priorité, c'est pas de rajouter des contraintes réglementaires, fiscales... Ou de faire venir des produits mais c'est simplement de fabriquer chez nous. Tout ce qui est fait chez nous est par construction moins carboné que si c'est fait ailleurs. J'évoquais tout à l'heure des marques françaises, j'évoquais aussi les gigafactories. Alors j'ai vu que les Hauts-de-France, malgré ces gigafactories, restaient quand même une région légèrement en recul, qui avait perdu plus d'industrie qu'elle n'en avait gagné, il faut le préciser. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes restait une région très dynamique dans la cartographie. Sur la formation, votre boulot, il est incroyable. C'est-à-dire, c'est de transférer et de permettre aux industriels de dire « moi, j'ai la main-d'œuvre qui va bien et j'ai les gens devant les machines, j'ai les gens formés, capables de produire ces produits ». Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de secteurs aujourd'hui. On a des industriels qui disent « je ne trouve pas, j'ai pas la main-d'œuvre ». Tous les industriels le disent. Opcodosier rassemble une trentaine de branches industrielles, de la métallurgie en passant par l'énergie, à des secteurs avec des savoir-faire presque artisanaux comme la maroquinerie ou la bijouterie. Métier d'art. Il n'y a pas un industriel qui ne regrette pas, ne déplore pas les difficultés de recrutement. On s'inscrit dans le temps long pour accompagner les projets industriels. Et il y a urgence à se préoccuper de la formation des compétences dont on a besoin. Vous parliez des gigafactories. Il y a un besoin. C'est le cas.
mais c'est le cas dans un tas de domaines. Et on conjugue à la fois une démographie vieillissante dans l'industrie, puisqu'on a 50% des salariés de l'industrie qui ont plus de 45 ans, donc on a une problématique de transmission. Un savoir qui va se barrer, comme on dit. Alors il y a un renouveau aussi. Un savoir à transmettre. Ou à transmettre. On va être positif. On a des besoins de compétences spécifiques. Vous parliez d'enjeux de décarbonation. Ça ne va pas forcément faire disparaître ou créer de nouveaux emplois, mais on va avoir des emplois qui évoluent, qui se métamorphosent en adoptant ces nouvelles technologies. Et puis on a aussi une difficulté d'attractivité vers les métiers industriels qui se traitent dès l'origine, dès la formation. Dès l'école. Dès l'école, oui. pour orienter et donner une appétence. La visite à l'usine au primaire. À côté de la visite au musée. Je suis entièrement d'accord avec vous. Les gens découvrent le monde industriel d'aujourd'hui. On a une majorité d'enseignants du primaire qui sont issus de filières littéraires et qui donc spontanément... Ça fait 30 ans que ça dure. Hein. Spontanément sur des activités... Ça fait 30 ans que je fais le même débat. Voilà. Côté, ils n'ont jamais vu une usine. Ils vont plutôt aller au musée qu'à l'usine. Mais juste un mot parce que... Pardon, juste pour ça fait 30 ans, mais... Ça fait 30 ans que j'entends la même chose. Mais quand on est en phase de désindustrialisation comme on a connu pendant 30 ans... Oui. C'est beaucoup moins grave parce que quelque part, l'érosion naturelle réduit la pression. Alors que quand on est en croissance nette, plus que Stéphanie a dit sur le volume de départ, puisqu'on va avoir plus d'1 million de recrutements à faire dans l'industrie sur les 10 prochaines années. Ça n'est jamais arrivé. Ouais. Il y a une potentialité de recrutement qui est incroyable. Énorme. Juste un mot, messieurs, parce que j'ai vu un très beau documentaire l'autre jour sur l'histoire des femmes dans le textile depuis le 19e jusqu'à la fermeture de Boussac. Le textile revient, j'ai vu que le textile revenait, mais est-ce que certains hommes politiques avaient finalement accepté l'idée que la France serait un pays du tertiaire et qu'on oublierait son industrie? Est-ce que vous l'avez entendu. Beaucoup d'hommes politiques ont considéré qu'il fallait faire de l'informatique, avoir des cols blancs. Il fallait avoir une valeur ajoutée très forte. Et que l'industrie ne rapportait rien. Enfin, je crois que ça a un peu changé. Ça a changé, vraiment ? Ah oui. En tout cas, non, mais c'est important de l'entendre. En plus, je ne pense pas qu'ils aient décidé qu'il en fallait plus. Non. Je pense simplement que les gens ont laissé faire. C'est-à-dire que l'émergence de la concurrence des pays de l'Est, de la Chine, l'euro, tout ça a mis une pression qui n'existait pas avant. Et qui fait que pour sauver l'industrie, il fallait prendre des décisions politiques lourdes. Et donc finalement, les gens ont plutôt laissé faire. Et coûteuse. Et depuis maintenant 5-6 ans, en gros, depuis le rapport Gallois et les premières mesures qui ont été prises 2014-2015, on a eu une prise de conscience avec une vraie inflexion, et qui se voit dans les chiffres d'ailleurs. Les 3 secteurs, juste pour partager, les 3 secteurs, vous dites, c'est l'industrie de demain. Bon, l'agroalimentaire, c'est pas l'industrie de demain, c'est l'industrie qui nous nourrit. Il y a quoi? L'économie circulaire, le textile, sur quoi? Les gigafactories, vers quoi on va? Je pense qu'il ne faut pas choisir de secteur. Je pense qu'il faut laisser l'intelligence de nos industriels se réguler. Montrer partout, avec un environnement favorable, elles sont capables de faire mieux demain qu'hier, plus décarboné. C'est compliqué pour les OPCO, il faut quand même leur donner quelques... Je pense qu'il y a des formations professionnelles où il y a des besoins tout simples qu'on pourrait oublier, des électriciens. On va dans un monde qui est de plus en plus électrique. Clairement. La maintenance. Donc, former des électriciens... soit en formation initiale, donc ça c'est le rôle des écoles, en proximité avec les entreprises, ou soit en reconversion professionnelle, d'où les travaux qui peuvent exister. Nous, on est un organisme de formation professionnelle, je dirais une fois la première compétence passée, on travaille sur ces reconversions. Donc former des électriciens, on va en avoir de plus en plus besoin. Les électriciens, ils servent pour les usines d'hydrogène, ils servent pour les photovoltaïques, ils servent pour le renouvelable. Je ne vous parle pas du nucléaire. Le nucléaire, aujourd'hui... Qui patine un peu le PR, on manque un peu de soudeur là-bas. On parle de soudeur, on parle de besoin en soudage, on parle de besoin en électricité. C'est de la soudure très qualifiée en plus. Et ce sont des qualifications fortes. Donc, en fait, on a aussi besoin de ce qui pourrait apparaître comme des métiers que certains qualifieraient d'anciens et qui, en fait, sont très actuels et dont on va avoir besoin aujourd'hui et demain. Au-delà de tout ce dont on parle sur le numérique, le digital, moi, je suis très frappé. On parle beaucoup de ça. Il faudra des ingénieurs en cyber. Du codage. La réponse est oui, bien sûr. Mais il y a ces métiers qui servent ces besoins premiers, qui sont absolument essentiels. Et on aura besoin de toutes les initiatives, depuis l'école jusqu'aux formations professionnelles qualifiantes, qu'on est capable de développer et de mettre en œuvre. 20 secondes chacun, un mot de conclusion pour la suite. Là, comment vous regardez l'avenir qui se dessine? Je le regarde avec optimisme et je me dis que ce défi du recrutement, de l'attractivité de nos métiers pour les jeunes garçons et surtout les jeunes filles dans l'industrie, est sans doute le plus beau défi qu'on a affronté dans les 10 prochaines années.
côté formation, vous avez, On a 10 ans devant vous, là? Oui, on a lancé une belle campagne de promotion des métiers industriels depuis l'année dernière. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. On a les premiers sondages Ipsos qui montrent qu'on a un bon frémissement sur l'image de l'industrie qui est en train de progresser, et c'est essentiel. Changer l'image, dire à nos jeunes que ce sont des métiers qui font grandir. On peut changer l'image parce que l'industrie a changé. Oui. C'est vrai que quand on va le voir, le problème c'est que les gens n'ont pas naturellement. C'est plus l'atelier plein de cambouis. Aujourd'hui, c'est l'industrie 4.0, comme on l'utilise parfois improprement d'ailleurs. Tous les postes sont féminisés ou féminisables. Le travail est intéressant, il est bien payé. Donc je le dis à tous les jeunes qui nous regardent, venez. Il y a de l'avenir dans l'industrie. Tout à fait. C'est très agréable de l'entendre ce sujet. Merci à vous de nous avoir éclairés. Merci Alessandre Sobo. Vous êtes le patron président de France Industrie à la tête de Holot. Ce sont des chariots élévateurs, je ne l'ai pas dit. On en aura toujours besoin. Toujours besoin. Malgré l'intelligence artificielle. Et on les décarbone. Et on les décarbone. Ça, c'est important. Merci à Stéphanie Lagal-Baranès avec cette campagne, directrice générale de l'OPCO 2i. Merci d'être venu. Et puis merci à Philippe Maillard, directeur général de l'APAV, la certification et la formation. Vous l'avez évoqué sur ce plateau. Merci à vous. Et j'accueille évidemment mon invité pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi, évidemment.